Il y a 30 ans, peu après mon 8e anniversaire, mon père s'est assis à côté de moi, a posé sa main sur mon épaule, les yeux larmoyants, ce que je n'avais jamais vu avant, et il m'a dit: «Mon fils, ils ont assassiné ton oncle». Il parlait de son plus jeune frère, et bien que cet événement traumatique ait été extrêmement structurant pour moi, nous allons en parler, j'aimerais avoir une pensée pour ma famille. Je ne parle pas en leur nom d'ailleurs, ici c'est moi qui vous parle, parce que j'ai trop de respect pour leur singularité et leur vécu pour ça, et bien que je sais que nous avons les mêmes peines dans les veines, j'ai aussi conscience que cet événement traumatique de notre histoire familiale, chacun l'a vécu individuellement, à sa manière, et je me garderai bien de leur faire l'affront de parler à leur place. Cet épisode s'est produit dans une Corse divisée, qui à l'époque était en proie à une guerre fratricide, dans laquelle des oppositions entre volonté d'indépendance, d'autonomie, défense de la culture, amour pour l'île, quoi qu'il arrive, ont conduit des hommes et des femmes peut-être à se perdre dans ce qui les divisait plutôt que de se focaliser sur ce qui les unissait, et il y a eu beaucoup trop de morts. Donc avant de vous en parler, indirectement, j'aimerais avoir une pensée pour toutes ces personnes, pour toutes les familles qui ont perdu un fils, un père, un frère, un mari, parce qu'il est hors de question que j'ose m'attribuer toutes les peines insulaires. Il n'y en a pas une qui soit plus importante que l'autre, et au cas où certains et certaines d'entre les personnes dont je viens de parler m'écoutent aujourd'hui, eh bien, j'avais envie d'avoir une pensée pour eux, parce que je sais ce qu'elles ressentent, et quelle que soit la loi de cause à effet, les situations, qui a tort, qui a raison, peu importe. La douleur est la même, et je la partage, je la comprends. À cette époque, j'ai 8 ans, ma famille me protège beaucoup. Je vis sur le continent, mon père a fait un AVC, un deuxième, plusieurs infarctus du myocarde dans sa vie, et donc on est en région lyonnaise, parce qu'il faut pouvoir réagir vite et que des médecins qualifiés soient capables de le sauver, ce qui a été le cas à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me rends chez moi, aux vacances, l'hiver, l'été, pour vivre des moments extrêmement structurants aussi, très agréables et pour lesquels j'ai beaucoup de très beaux souvenirs, ma famille ne me parle pas de vengeance, ne me parle pas de violence, d'armes à feu, on est très protégés. Je n'ai jamais entendu ces conversations à la maison quand j'étais enfant, et je les en remercie, notamment parce que mon autre oncle, qui est encore là aujourd'hui et qui va écouter cette vidéo, à qui je profite de passer un message, parce qu'il est comme mon père, et que j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour lui, a eu la noblesse de ne pas plonger notre famille dans une guerre transgénérationnelle qui nous aurait dépassés, et a retenu le geste, parce que c'est un grand homme, et que je trouve que la vraie force chez un individu quel qu'il soit, c'est de ne pas en faire usage à tout bout de champ. Et le fait qu'il ait réussi à contrôler ça, parce que bien évidemment qu'il y avait de la douleur et peut-être une envie de répondre à ce qui s'est passé, il ne l'a pas fait, et j'ai beaucoup d'estime pour le fait d'avoir été protégé par tous et chacun d'entre eux. Par contre, mon père, de son côté, a décidé de me préparer à devenir un homme. Je pense qu'à travers cet épisode traumatique, il a vu l'importance pour lui de compenser peut-être ce qu'il n'était pas capable de faire, parce qu'hémiplégique à 60% du côté gauche, parce que par la suite amputé, cardiaque quoi qu'il arrive. Et je crois que toute sa vie, après ça, il a voulu me forger un caractère afin que je sois prêt, peut-être à me défendre s'il le fallait, à attaquer si c'était nécessaire, intellectuellement, physiquement, les sports de combat, taekwondo, la boxe, le kickboxing, le full contact, l'usage des armes à feu, des conseils pratiques. J'ai appris à scratcher et descratcher un gilet pare-balles bien trop tôt. J'ai également eu des bons réflexes, ou peut-être utiles dans certaines situations, qui me poursuivent toujours aujourd'hui, de ne pas me mettre dos à une vitrine quand je m'assois au restaurant par exemple, pour voir ce qui arrive. Est-ce que c'était maladroit? Est-ce que c'était précoce de m'en parler quand j'étais jeune? Peut-être, mais je l'en remercie. Parce que ce qu'il a fait m'a permis d'être structuré en tant qu'homme, et d'être préparé à des conditions très dures, qui n'ont pas été dans ma vie, grâce notamment aux décisions de mon oncle dont je viens de vous parler, et finalement d'être prêt à vivre n'importe quoi. Parce que aucune difficulté entrepreneuriale, amicale, relationnelle ou émotionnelle ne peut surpasser ce à quoi j'étais prêt. Donc, cette brique de ma vie a été fondamentale pour moi, et je vous en parlerai. Chacune de mes décisions en tant qu'homme a été suspendue au fait que je ne voulais pas décevoir, au fait que je ne voulais pas abîmer mon nom, déshonorer ma famille,
que je ne voulais pas ternir ce que j'admirais tant dans les faits d'armes de mes oncles qui, en effet, dans leur histoire, ont sûrement fait des erreurs, peut-être pris des décisions discutables, mais ont incarné des valeurs dont je suis fier. De fidélité, de parole donnée, de fiabilité, de loyauté, de courage aussi. Et ça a été très structurant pour moi. Il y a 10 ans, on célébrait le triste anniversaire de la décennie de l'assassinat de notre oncle, et j'ai regardé mon cousin, qui est comme mon frère, que j'embrasse aussi, avec qui j'ai grandi et tout vécu. Et je lui ai dit, il faut qu'on écrive, il faut qu'on fasse quelque chose. D'ailleurs, à cette époque, on avait fait une page web, un blog, ça s'appelait comme ça, parce qu'on avait besoin de s'exprimer avec l'idéalisme des enfants que nous étions, parce qu'à 18 ans, on est un enfant. On avait une vision très binaire, en tout cas moi. Lui avait, je pense, déjà plus de maturité sur le sujet, parce qu'il était les deux pieds dedans au quotidien, en vivant en Corse à l'année. Et j'avais cette vision d'un camp de gentils contre les méchants. Je l'avoue assez simplement, parce que j'avais une jeunesse qui fait que je n'avais pas le bagage pour comprendre les biais cognitifs, les notions de conditionnement et tout ce qui s'ensuit, ce qui est devenu mon combat plus tard d'ailleurs. Ça ne l'est pas devenu par hasard. Si je peux en parler, c'est parce que j'ai fait ces processus, je les ai parcourus, par et pour moi-même. Mais à l'époque, j'avais cette vision-là. Et c'est à ce moment que j'ai décidé d'écrire. C'était un exercice qui était déjà dans mes habitudes. Au lycée, j'ai eu la chance de publier 4 journaux en tant que journaliste, mais aussi en tant que rédacteur en chef. J'ai eu la chance d'être dans un très très bon lycée qui m'a apporté beaucoup. Et donc j'adorais l'art que représente l'écriture, même si je n'ai jamais été vraiment bon. J'écris comme je parle et je suis assez spontané dans l'exercice, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et à partir de là, pendant 20 ans, c'est dans ma tête. Chaque discussion, chaque découverte, chaque avancée me permet de réfléchir à comment je vais pouvoir réaliser ce projet. Il y a 3 ans, j'avais publié 4 bouquins, maintenant 5, mais à l'époque seulement 4, qui étaient déjà des best-sellers en psychologie dans la catégorie Comprendre la nature humaine. Je me suis dit, il est temps. Et je vais donc commencer le processus. Alors ma volonté au départ était, puisque j'avais maturé, de comprendre la place que devait avoir cette brique dans ma vie. Et donc j'ai fait ce travail-là, décider est-ce que je voulais la rogner, est-ce que je voulais la repeindre, la coller à une autre, est-ce que je voulais la briser, est-ce que je voulais la cacher, est-ce que je voulais la mettre en avant. Et j'ai fait tout ce travail de réflexion pendant 3 ans. Ce qui est important pour moi d'évoquer ici, c'est que je n'ai jamais en 38 ans parlé de cette histoire familiale à personne. Alors que tous les Corses connaissent l'histoire des grands réalisateurs et réalisatrices de leur histoire, de leur parcours. Moi, sur le continent, en tout cas, je n'en ai parlé à personne. Et vous parlez à quelqu'un dont toute la vie est mue par un rapport pédagogique. Vous parlez à quelqu'un, là, qui a rencontré des dizaines de milliers de personnes, systématiquement dans un rapport d'échange pédagogique. J'ai animé plus de 1000 à 1500 conférences publiques, à raison de 3 par semaine pendant une décennie. J'en ai animé au moins le double si je compte les événements privés où il y avait une quinzaine de personnes devant moi, au domicile des gens que j'aidais à entreprendre, par milliers. Et vous vous rendez bien compte que n'importe qui aurait compris que dans l'une de mes conférences, par exemple, j'utilise cette brique de mon histoire pour pouvoir passer un message, ne serait-ce que comme une parabole, figure rhétorique qui étayerait un propos. Eh bien, je ne l'ai jamais fait et j'en suis très fier. Je ne l'ai pas fait par pudeur, je ne l'ai pas fait par respect, et je ne l'ai pas fait parce que je n'avais en aucun cas envie de monter sur les épaules de qui que ce soit pour paraître grand. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais qu'on identifie l'homme que j'allais être et que je suis aujourd'hui pour ce qu'il fait, pour ce qu'il incarne, pour ce qu'il est lui, pas dans le sillage des faits passés ou des faits d'armes admirables ou parfois même légendaires de ses proches, parce que c'est le cas. J'avais décidé non pas de le mettre sous le tapis ou de m'en départir parce que j'avais honte, bien au contraire. Je suis fier de tout un tas d'éléments du combat qui a été mené par certains des membres de ma famille, mais simplement parce que je ne voulais pas que ça me définisse et parce que j'avais envie de créer ma personnalité. C'est la raison pour laquelle je ne me donne pas un genre quand je suis chez moi, dans mon village, et tout le monde le sait, parce que j'ai un amour et un respect pour ma place, et au même titre que je le disais, je ne suis pas un historien et je n'ai pas la légitimité de faire une analyse très profonde de ce sujet. Eh bien, je décide de vous en parler dans un cadre qui est clair pour moi et qui est défini par des bornes que j'ai mises par estime et par égard pour des gens qui vont m'écouter, qui ont bien plus de connaissances ou qui ont vécu ça beaucoup plus directement que moi. Mais ça ne m'empêche pas de vous en parler parce que ça m'a beaucoup structuré. Alors quand j'ai fait ce travail-là, j'ai rencontré presque tous les membres de ma famille. Ça a été compliqué.
Je n'ai pas pu, évidemment, parler aussi longtemps ou aussi profondément avec chacun d'entre eux comme je l'aurais voulu, mais parce que ça ne dépendait pas que de moi, malgré tout, j'ai fait le nécessaire et mon maximum. Ils ont été à l'écoute et je les en remercie. Ce qui m'a conduit à la publication escomptée de mon livre, le 6e, qui devait avoir lieu le jour de la date des 30 ans de l'assassinat de notre oncle, avec un titre évocateur et un message qui était très incarné, très biographique, on va se le dire, ce qui a créé quelques complexités. Quand j'ai commencé à faire lire quelques bribes de ce livre à des proches, quand j'ai commencé à en parler à 2-3 mois de sa publication, on s'est rendu compte que ça allait être compliqué. Je les ai écoutés parce que je ne peux pas dire être un homme qui écoute et ne pas le faire. Je ne peux pas proclamer que ma famille est plus importante que mon égoïsme, parce qu'écrire c'est égoïste, que mes volontés de passer des messages, que la notoriété ou l'argent investi par exemple. Je ne peux pas dire qu'ils sont plus importants si quand ils s'expriment et qu'ils me font des remarques, je ne les entends pas. Et à cette époque, chacun s'est fendu d'un mot qui faisait sens. Certains sur le titre, très évocateur, que je voulais donner au livre, d'autres sur la date, qui était une date symbolique et peut-être provocatrice, sujet à interprétation, d'autres sur le message. Et j'ai en tête une conversation avec l'un de mes cousins d'ailleurs, qui m'a dit, tu sais Dompé, la plupart des gens ne liront même pas le 4e de couverture. Ils vont simplement interpréter qu'un Albertine reparle de ce sujet, remet ça sur la table, et donne une interprétation qui sera forcément incomplète, imparfaite, tronquée, donc sujette à beaucoup d'interprétations, même si tu mets les formes, et même si tu expliques que tu n'es pas là pour prendre parti, que tu n'es pas là pour être belliqueux, que tu n'as aucune volonté de te venger de qui que ce soit, malgré tout, malgré la nuance, malgré les proportions, comme beaucoup ne te liront pas et interpréteront simplement ce que cela représente, eh bien toute la symbolique autour serait très maladroite. Je les ai écoutés, et par amour pour eux, par conscience pour la pertinence de leurs propos, et ma place aussi, j'ai pris la décision de ne pas le publier à la date escomptée. Je leur ai dit que j'allais dézoomer et écrire un nouveau livre, parce que le premier était déjà prêt, sur la thématique plus large de nos traumatismes devenus des bénédictions, parce que finalement c'est ça pour moi qui s'est passé. Un assassinat, la violence globalement, dans ma vie personnelle, familiale ou dans mon histoire, la maladie qui a touché mon père de près et qui a été là en filigrane dans toute notre existence, et tout ça ont été les prémices d'une très belle vie pour moi. Et j'ai décidé d'écrire là-dessus. Alors j'ai dézoomé, mais bien évidemment, en commençant par parler de ce qui m'avait poussé à l'écrire, notamment de notre brique familiale, dont je ne parlerai pas plus ici, puisque c'est l'une des raisons qui font que mon 6e livre version 2, que j'ai écrit de zéro, en 6 semaines, précisément entre le 21 septembre et le 27 octobre 2025, qui devait sortir aujourd'hui, le 1er décembre 2025, ne verra pas le jour. Et pour vous annoncer que je ne vais pas le publier non plus. Parce que justement, il y avait plusieurs facteurs problématiques là-dedans. J'ai écrit un livre qui était littéralement un cri du cœur, rapide, que j'ai écrit en parlant de choses très profondes, personnelles, qui n'étaient pas que liées à ça. La vie de famille, l'intérieur d'un foyer dans lequel parfois c'était conflictuel, le fait que je me suis battu des dizaines et des dizaines de fois avec, au passage, toujours la même typologie de personnes, pour défendre mes amis, ma volonté toujours d'être dans une position d'aider. Pourquoi? Eh bien maintenant vous comprenez un peu mieux. Et j'évoquais toutes ces choses-là. Le conditionnement. Qu'est-ce qui m'a fait avoir certaines réactions? Qu'est-ce qui a fait que j'étais toujours dans une défense, mais physique, pas seulement sur le segment intellectuel et de la communication? Pourquoi j'étais relativement idéaliste? Pourquoi j'ai fait des choses folles, comme me faire seppuku, harakiri, en suicidant mon entreprise après une décennie, alors que j'étais au sommet? Faire des choses que personne n'a comprises. Pourquoi faire ça? Pourquoi malgré tout, après avoir arrêté de travailler avec mon fournisseur, je me suis rendu avec 150 personnes de mon équipe et de mon entreprise, que j'ai convié à l'autre bout de l'Europe pour passer 2 jours et honorer le fait que pendant 10 ans, on avait fait un bon travail avec ces gens. Et malgré le fait qu'on ait arrêté, malgré le fait que je n'ai plus d'intérêt économique avec eux, pourquoi je me suis encore rendu à cet endroit-là? Eh bien ça, ce sont des choses symboliques que beaucoup de mes proches n'ont pas comprises. Et elles venaient d'où? Elles venaient de ce conditionnement. Elles venaient de cette part de mon histoire, et j'avais envie d'en parler dans ce bouquin. Quand je l'ai relu, et quand je l'ai fait lire à mes proches, mon frère, Christophe, que j'embrasse, qui est mon meilleur ami, mais qui est littéralement comme mon frère, ma mère, qui est ma première lectrice, et qui le fait toujours avec beaucoup de droiture et de justesse. Elle n'analyse pas que le fond, mais également la forme. Mon cousin, certains membres de ma famille, d'autres personnes autour. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais écrit malgré moi un livre qui était trop puissant,
parce que je n'utilisais pas des histoires pour étayer mes propos, je n'utilisais pas des paraboles qui étaient des figures rhétoriques qui pourraient étayer mes propos, j'utilisais mon histoire. Une histoire vécue, une histoire incarnée à toutes les échelles, sur des sujets très clivants. Parce que, notamment dans la dernière thématique évoquée, on parle de sujets communautaires, de problématiques de différences culturelles, d'un certain laisser-aller en France sur des terrains qui sont compliqués. Et en fait, on a réalisé, j'ai réalisé, que mes messages étaient que mes images plutôt, les histoires étaient plus fortes que mes messages. Et donc j'allais devoir m'expliquer, me justifier ou parler, notamment dans toute la phase de promotion, parce que oui, c'est important quand on publie un livre, uniquement des histoires que je partage, et que l'on m'interrogerait que là-dessus, et pas sur les messages de fond. Tous mes relecteurs et relectrices se sont accordés à dire que c'était un livre bouleversant, ce qui m'a rendu fier, parce que je l'ai écrit avec beaucoup de cœur. Mais par contre, bien qu'il était très impactant, toutes et tous ont été unanimes pour dire que le problème, c'est qu'on a envie de te parler des histoires que tu évoques dedans. On a envie soit d'avoir de la compassion pour ça, parce que c'est loin d'être simple, soit de l'interrogation, mais quoi qu'il arrive, ce n'était orienté qu'aux histoires que je partageais pour étayer mes propos et pour appuyer mon message, et pas le message. Alors que dans ce livre, j'avais des messages forts. Et donc j'ai décidé de vous annoncer la non-publication de mon livre, qui n'est pas reporté, qui ne sera pas publié. De ne pas vous parler plus en avant de cette brique de mon histoire familiale que j'ai évoquée à demi-mot, justement parce que je respecte mes proches et la dangerosité potentielle d'une interprétation de mes propos, moi qui n'ai aucune volonté politique ou de raviver quoi que ce soit, et plutôt, mon envie étant de respecter le calme, la paix familiale autour de ce sujet, qui est donc clos. Je vais vous expliquer par contre tous les messages que je voulais passer dans ce livre, comme ça je n'aurais pas fait ce travail pour rien, et j'espère que vous saurez en retirer un intérêt, un message qui vous servira par effet de transposition. Alors il y a 4 éléments fondamentaux que je voulais évoquer dans ce livre. Le premier, c'est la conscience de nos traumatismes, quel que soit notre âge, la capacité, on y viendra, de les transformer en bénédiction, et puis tout un tas de sujets autour de la contextualisation. Ces traumatismes, pour commencer, que n'importe qui a vécu dans sa vie, clairement, il est important de les connaître, de les proratiser, pour ne pas les valoriser en valeur absolue mais relative, je vais y venir, et surtout de comprendre le pouvoir du conditionnement. Ce que j'ai observé chez beaucoup de gens, c'est que quand on évalue une chose, on est mal à l'aise, ou même pas du tout formé, à la comparer à des valeurs de référence. On ne raisonne pas proportionnellement, on raisonne en valeur absolue, ce qui est une vraie bêtise. Je vous donne un exemple. Si je prends un autre sujet, totalement différent et beaucoup moins lourd, bien que très important, la confiance en soi, c'est la même chose. J'accompagne beaucoup de monde depuis des années, et à chaque fois que quelqu'un me dit manquer de confiance en lui, il m'en parle en valeur absolue, pas relative. J'entends « Oh, je manque de confiance en moi ». Ah bon? Et donc je réponds toujours « Dans quel contexte ?» Par rapport à quoi? Et là, ça bug. Ça démontre que tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est-à-dire réfléchir selon un contexte donné et des valeurs de référence. Si tu parles de ta confiance en soi, en toi par rapport au fait qu'on est un atome parmi des milliards de planètes et qu'on est aspiré à 100 000 km/h par la galaxie d'Andromède pendant que je te parle, c'est clair qu'on est tellement insignifiant que autant d'accorder d'importance à rien. Il ne faut pas faire ça. Si tu commences à me parler de ta confiance en toi par rapport au top 0,1% de la population dans une thématique donnée, ça ne fait pas de sens. Ça peut être intéressant pour te tirer vers le haut dans tes actions, mais quand tu essaies de te valoriser globalement, tu ne vas pas regarder seulement les exceptions, mais la masse des gens qui t'entourent. Et il faut faire cet exercice-là. Par exemple, à 38 ans, je sais aujourd'hui sur le terrain physique que je suis dans un très très petit pourcentage d'individus qui ont une forme physique comme la mienne et un corps comme le mien, parce que je travaille dur pour ça, versus des gens qui sont en obésité, en surpoids, et vous le savez, dans un état de forme totalement différent. Et ça n'a rien d'arrogant de dire ça. C'est une affirmation contextuelle, proratisée, par rapport à un échantillon donné. La plupart des hommes de 38-40 ans n'ont pas ma forme physique, point. Et je le sais, cela me permet d'être confiant, fier du travail qui est accompli, bien que je ne reste pas stagnant, parce que, de temps en temps, j'ouvre la niche. Et quand j'ouvre un nouveau pool, dans lequel je mets la niche des gens dans le fitness, qui font du sport, de l'aérox, de la musculation, de la boxe, des sports de combat, du MMA, de la course à pied, du trail, peu importe, là je suis plutôt dans le quart inférieur. Des gens qui ont un physique efficient et également qui visuellement reflètent cette efficacité. J'ai l'humilité de le savoir. Parce que lorsque j'ouvre cette niche, proportionnellement à, eh bien je sais où est ma place. Et là, ça me tire vers le haut. Parce que je pense non pas à ma confiance en moi dans l'absolu, mais relativement à, et quand j'y pense par rapport à cette niche, ça me stimule. Ça me donne envie de faire plus, de faire mieux,
d'être plus performant, plus efficace, plus en forme, de travailler. Mais je n'y pense pas le matin en me réveillant, en me disant « Ah, t'es nul ». Non, tu l'es pas. Parce que par rapport à la moyenne des gens de ton âge, globalement, tu es vraiment hors norme. Et c'est pareil pour tes revenus actifs, pour tes revenus passifs, pour tes valeurs, tes principes et la personne que tu es. Et si tu es un cadeau dans la vie des autres et que personne ne te l'a jamais dit, moi je te le dis. Parce que c'est important. Digression terminée sur la confiance en soi, mais c'est important de faire le parallèle, parce que dans la gestion et l'analyse de tes traumatismes, tu fais la même chose. Parce que ce qu'on t'a mis dans la tête, c'est on ne peut pas comparer les peines. Bien sûr que si. Évidemment qu'on peut comparer les peines. Oui, c'est dur, la perte d'un proche, quand on est enfant. Mais est-ce que c'est comparable à un enfant qui, à l'autre bout du monde, perd ses deux jambes et ne peut pas se nourrir pendant 8 semaines? Je crois que c'est totalement comparable et qu'il est important de relativiser. Parce que si tu ne fais pas l'exercice de l'analyse proportionnelle de ce que tu dis, de ce que tu vis, de ce qui t'a impacté, tes traumatismes par rapport à des éléments de référence, malheureusement, tu ne sais pas comment le qualifier et ça prend une place disproportionnée dans ta vie, alors qu'il faudrait juste contextuellement que cette brique soit là, que tu aies décidé qu'elle était un peu trop grosse. Donc Pierre a raison. C'est pas si grave. C'est pas que ça n'est pas impactant, ce n'est pas que ça n'est pas douloureux. On ne minore pas la douleur, mais on la qualifie comme il faut. Cette brique, elle était trop grosse dans ta vie. Et peut-être que tu vas devoir la diviser en deux. Donc il faut la couper. Puis une fois que tu l'as coupée, tu vas dire ah, elle est très rouge, elle est très sanguine, elle est très douloureuse. Et si je la repeignais en bleu ou en vert? Finalement, je décide. Pourquoi pas? Alors je vais repeindre cette petite brique et je vais décider qu'elle est là. Puis finalement, elle est tout le temps sur la table. Elle est là, c'est tout le temps là. Et si je décidais de la mettre dans un petit baluchon? Ça sera toujours avec moi. Mais c'est pas obligé d'être visible toutes les 4 secondes. C'est pas obligé d'être sur la table tout le temps. Je peux juste le mettre dans un endroit où c'est là, ça fait partie de moi. Mais c'est ok, c'est rangé. C'est plus sur la table au quotidien. Sur la table, je vais mettre des outils pour construire. Je vais mettre des éléments pour me nourrir, pour apporter, pour grandir, pour avancer, voyager, découvrir. Mais je vais éviter qu'elle soit tout le temps là devant moi. Vous voyez? Qualifier un traumatisme, l'identifier, mesurer sa taille, proportionnellement à des valeurs de référence, l'extérieur, les autres, le monde, soi. Ça permet de la mettre au bon endroit. Et ensuite, de décider ce qu'on veut en faire. Ça, c'est un message que je voulais passer à travers cet ouvrage que j'ai écrit et qui ne sera pas publié. Et donc, je vous en parle parce que le conditionnement, c'est un élément important. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que certains hommes, comme mes oncles ont pu le faire, ont été prêts à sacrifier beaucoup de choses dans leur vie, au-delà de leurs intérêts personnels pour une cause, ou bien pour venger des amis, parce que c'est arrivé, ou bien pour défendre des idées qui étaient plus fortes que leurs intérêts personnels. Comment ça se fait qu'on fait ça? Parce qu'on est conditionné quelque part. Et ce conditionnement, j'aime prendre le temps de l'analyser et je vous invite à le faire. Des traumatismes, vous en avez sûrement vécu beaucoup. La Civise exprime que plus de 120 000 enfants sont abusés sexuellement chaque année. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on parle? D'un niveau de traumatisme démesuré, qui est insupportable à évoquer, mais qui est réel. Et pour celles et ceux qui m'écoutent et qui ont vécu des drames de ce genre-là, je sais que c'est dur à entendre et que peut-être d'ailleurs ça vous touche émotionnellement, mais j'ai le respect de vous dire justement que votre peine est démesurément plus importante que la mienne. Et oui, je compare. Et oui, je le fais pour être capable de qualifier la taille de cette brique dans ma vie, mais aussi proportionnellement à la réalité du monde extérieur. J'en parle tout le temps. Dans mes 5 ouvrages, je vous parle de la conscience de soi, des autres et du monde, afin d'avoir conscience de ce que l'on doit être ou faire au bon moment, contextuellement. Plus personne n'a de position contextuelle, parce que tout est binaire, et nous y reviendrons en conclusion. C'est bien évidemment ce que je défends tout le temps, parce que je crois que la pluralité dans la mécanique de réflexion est ce qui est beau, tout comme d'ailleurs, ce qui fait qu'un arc-en-ciel est beau, c'est la diversité de ses couleurs, pas le noir et le blanc. Donc il faut qu'on prenne un petit peu de hauteur là-dessus. Donc cette notion de traumatisme, que je veux vous inviter à transformer en bénédiction et surtout à valoriser comme il faut, c'est important de comprendre, et c'est le deuxième point, qu'elle n'est pas obligée d'être la première chose que vous mettez en gras sur votre carte de visite. Et le second problème, c'est celui-là. C'est qu'il y a beaucoup trop d'individus qui, parce qu'ils ne savent pas gérer un élément traumatique dans leur vie, en font un élément constitutif de leur personne, de leur personnalité ou de leur carte de visite systématiquement. Dès qu'il y a un problème, oui mais moi j'ai vécu ça. Dès qu'il y a une douleur, oui mais moi j'ai ça. Dès qu'il y a une conversation, on ramène à la thématique de ce qu'on a vécu, de ce qui nous a traumatisés. C'est un choix. Vous n'êtes pas obligé de faire d'un élément compliqué de votre vie, d'une fatalité, une faiblesse. Vous pouvez choisir d'en faire une force. Vous pouvez choisir que c'est un élément constituant qui reste en sourdine, à bas bruit, et qui n'est pas obligé d'être exprimé toutes les 4 secondes. Regardez ce que j'ai fait par exemple.
J'ai choisi consciemment de ne jamais parler de rien de cette histoire familiale, et même ici, de n'en parler qu'à demi-mot, au point même de ne pas publier un livre dans lequel je le faisais beaucoup plus, parce que finalement, quand on y réfléchit et au fond, bah c'est la place que cette brique avait dans ma vie, et je trouve que c'est très bien que ça reste comme ça. Vous comprenez l'idée, la mécanique? Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les éléments de vos traumatismes ou même d'une pathologie physique que vous avez dans votre bio Instagram pour vous sentir vivant. Vous pouvez juste dire, oui, c'est un élément de ma personne et de ma personnalité, mais j'avance. J'ai une pensée, par exemple, pour quelqu'un qui est proche de moi, qui vit une pathologie difficile en ce moment, et puis elle me disait l'autre jour que ça va. Elle me parlait de ce qu'elle faisait, et la danse et des trucs, et elle me disait: «Ça me constitue pas, c'est là, mais ça va, ça me définit pas et c'est OK, et je suis content qu'on me demande comment je vais, mais clairement, c'est pas mon élément numéro un de carte de visite et de présentation». C'est un choix. Elle aurait pu décider d'en faire tout son monde et de faire de cette pathologie qui est au passage grave et qui nécessite et de la chance et un traitement médical profond, toute la journée. Elle aurait pu faire tout tourner autour de ça. Et au contraire, elle a pris la décision de dire: c'est une brique, elle est là dans ma vie. Pour l'instant, c'est tout petit. Ben, ça va rester petit. Et puis, je vais même le rendre invisible, parce que je vais le faire disparaître. Ça, c'est la force de l'esprit sur le corps et sur les actions. Je ne peux que vous dire que ça fonctionne, étant donné que j'ai observé mon père ne pas faire de ses pathologies, par exemple, sa carte de visite. Mon père, le jour où il a été amputé, le 24 décembre 2004, le lendemain, on est arrivé dans ce centre de rééducation, j'oublierai jamais ce moment, il neigeait dehors. Et puis il nous regarde, il sourit. Je dis: «Pourquoi tu rigoles, toi, encore?» Et il me dit: «Bah, parce que je peux jouer dans des films de pirates maintenant». Et il rigole avec un rire légendaire et l'œil qui pétille que tous les gens qui l'ont connu savent qu'il avait. Et il me donne la plus grande leçon d'antifragilité du monde, concept dont on va parler dans quelques secondes, mais véritablement qui m'a démontré cette capacité à transformer une fatalité en force et ne pas décider qu'un élément traumatique, parce que se faire couper une jambe c'est traumatique, n'avait pas à le définir entièrement, en tout cas pas négativement, n'avait pas à être son élément fondamental de conversation systématique. Il a mené sa vie comme s'il n'était pas malade d'ailleurs, et ça nous a donné à tous une très belle leçon. D'ailleurs, dans mon village, dès que je croise quelqu'un, il me dit: «Ton père, il était quand même sacrément fort». Ouais, parce qu'il donnait jamais l'impression d'être malade, jamais. Et ça, c'est beau, et je pense que n'importe qui entend ce message a besoin de l'entendre, parce que des traumatisés, il y en a beaucoup, partout. Mais peut-être qu'on ne vous a pas appris à le gérer. Peut-être que personne ne vous a dit que là, maintenant, vous pouviez décider que c'était plus un problème si important, mais que vous le qualifiez au bon endroit et dans les bonnes proportions pour créer une vie qui fasse sens. C'est ça que j'aimerais vous inviter à faire. Le troisième point est celui qui, pour moi, est le plus important, c'est cette fameuse notion d'antifragilité, si chère à Nassim Nicolas Taleb. Ce n'est pas mon concept, donc je lui rends hommage parce que je suis un homme respectueux, mais il est très intéressant ce concept. On ne parle pas de résilience là, on parle d'être antifragile. On parle du fait qu'on tombe, oui on se relève, ça c'est être résilient. Mais mieux encore, on tombe parce qu'on nous a peut-être envoyé un coup d'épée dans la jambe. Eh bien, l'épée, elle va rester là. Elle va devenir une part constituante de ma jambe et elle va me rendre plus fort. Elle va me renforcer. Et cette notion-là, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné de mon père qui gérait sa pathologie. Et c'est aussi celui que je pense que mes oncles m'ont donné dans leur passé, une manière de se renforcer, une manière de tirer certaines leçons, une manière de se structurer. Et c'est quelque chose que je pense que nous devrions toutes et tous faire. Avancer pour que les choses qui nous ont fait du mal, peut-être deviennent des forces. Et c'est ce fameux concept d'antifragilité que j'ai incarné moi au quotidien, en décidant de ne pas devenir la caricature de ce que j'aurais pu devenir, en décidant de ne pas devenir quelqu'un de belliqueux, qui a une envie de vengeance binaire et manichéenne, qui pense que les méchants sont de ce côté et puis les gentils sont de celui-là, et qui construit toute sa vie dans cette volonté et cette haine. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu également, sur le segment de ce que j'ai vécu quand j'étais au collège, au lycée ou plus tard, où je me confrontais physiquement, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, à systématiquement le même type d'individu, du même type de communauté. D'aucuns comprendront ou pas ce que je veux dire par là, mais j'ai vécu ça. Et oui, j'ai processé le truc à 15-16 ans, d'avoir de la haine systématique à l'encontre d'individus que je voyais systématiquement avoir la même réaction, la même posture, le même centre de gravité latéral. Jamais compris pourquoi ils marchaient comme des pingouins, pour se donner un genre, habillés de la même manière, avec le même type de survêt, le même type de chaussures, le même type de comportement, le même type de phrase aussi. Et j'ai dû processer, voyager, rencontrer d'autres personnes, pour prendre du recul et me dire « Hey, ils sont une minorité, tout le monde n'est pas comme ça. Ah, donc j'ai stigmatisé tout le monde, mais en fait, c'est peut-être pas ce que j'aurais dû faire, mais pourquoi je stigmatise? Ah, parce que les individus qui sont victimes des comportements de ces abrutis, au lieu de leur taper dessus avec moi,
Ce qu'ils font, c'est que parce qu'ils se ressemblent, ils les défendent. Ça, c'est une erreur. Parce que ça encourage le monde binaire et manichéen dans lequel on est aujourd'hui. Je parlais de ça dans ce livre et j'avais envie de vous en parler à demi-mot aujourd'hui parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne le publie pas, parce que j'en parlais très fermement, très brutalement, c'est-à-dire très symboliquement, avec les mots que j'avais envie d'exprimer, en amenant des solutions collaboratives, comme celle que je viens d'exprimer. Le fait que si quelqu'un fait du mal, par exemple à l'image que j'ai de ma communauté, ben je vais botter le cul de cette personne-là et pas celui qui juge, parce que tu es en train de nous faire du mal, parce que tu es en train de faire de la peine à des gens qui ne méritent pas d'être mis dans le même sac que toi. Donc viens ici, tu vas en prendre une, et maintenant tu t'arrêtes. En faisant ça, on collabore et on ne s'oppose plus. Mais au lieu de ça, parce qu'il y a une proximité du nom, de la culture, d'autres éléments, de certaines habitudes sociales, de certains codes, parce qu'on a l'impression qu'on se ressemble, ben on se défend par défaut les uns les autres. Grosse erreur, et j'en parlais dans ce livre. Donc je vous en parle aujourd'hui, parce que j'aurais pu devenir la caricature de ce que cette expérience de vie m'a amené à vivre, à expérimenter, c'est le cas de le dire, et je n'ai pas décidé d'aller dans cet angle-là, au contraire, d'être un homme nuancé, qui sait être contextuellement ferme, parce que je le reste, très conscient de ce qui se passe, et pas stupide au point d'aller faire des câlins à des individus qui crachent sur leur drapeau, leur pays, leurs valeurs, ou ce qui leur permet d'exister aujourd'hui, qui oublient d'ailleurs le passé, et tous les éléments qui constituent leur quotidien. Mais par contre, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, et j'ai une parole plus d'unité que de division. Je parlais également dans ce livre de cette transformation de fatalité en force sur le segment de la difficulté ou de l'intensité qu'on peut vivre dans un foyer familial, des schémas que j'ai choisi de ne pas reproduire, des conflits en couple par exemple, des adultères, des choses qui sont de la vie de n'importe qui aujourd'hui. Eh bien moi j'ai pris tous ces éléments et j'en ai fait des forces. Et j'ai décidé en tant qu'homme, de façon consciente, il y a des années, de travailler pour être la version maximisée de ce que je pouvais être, en utilisant les faits du passé, de ma famille ou des gens que j'ai pu observer, et en faisant miennes les notions et les valeurs que je trouvais être puissantes, mais en écartant toutes les choses qui ne me plaisaient pas. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler à être un homme contextuel. Ce sera le dernier point que j'évoquais dans le livre et que je vais évoquer avec vous ici, pour que ce partage soit quand même utile et entendu. J'ai échappé au kidnapping de la polarisation. Et finalement, ce que je vous invite à faire ici, c'est la même chose. Cette polarisation, binaire et manichéenne, d'un monde où tout est en blanc et noir, vrai ou faux, bien ou mal, gentil ou méchant, que j'évoquais dans mon 5e livre, qui s'intitule « Vrai ou faux, stop, tout est contextuel », eh bien, c'est véritablement le message que je veux vous passer aujourd'hui, parce que le monde n'est pas comme ça. J'ai échappé à cette polarisation qui a tenté de me kidnapper dans tant d'univers, dans tant d'écosystèmes, dans tant de situations différentes, et je l'ai évoqué, l'histoire familiale, des conflits qui sont très binaires, la vie familiale, dans laquelle j'ai eu des exemples très complexes à gérer, et qui étaient peut-être les mauvais exemples parfois, dans ma vie personnelle, dans la rue, dans les altercations, etc. Et tous ces éléments auraient pu me kidnapper et me mettre, comme beaucoup, dans une polarisation dans laquelle on n'est plus capable de parler de nuances, dans laquelle tout doit être tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu es d'accord avec lui ou tu n'es pas d'accord avec lui. Tu soutiens ce propos ou tu ne soutiens pas ce propos. Ça, c'est le monde qu'on a créé. Le monde qu'on a créé, c'est un environnement dans lequel il n'y a plus la place pour des discussions proportionnelles, proratisées, nuancées et contextuelles. Ce que je vous invite à faire, c'est une réflexion profonde sur ce que vous êtes, ce qui vous a conditionné, peut-être même traumatisé, et à activer le mode empathique. Faire un exercice très dur, par exemple, si vous avez aussi vécu des drames comme celui que j'évoquais au début, c'est de vous dire, et si j'étais de l'autre côté de la barrière? Et si j'étais le fils, la fille, la femme, le mari de quelqu'un du camp d'en face? Et si j'avais grandi avec les informations qu'on lui a données lui? Comment je fonctionnerais? Manhattan Kaboul, les amis. Chanson si évocatrice, si différent. Ah oui, parce que opposé, mais opposé pourquoi? Parce que conditionné dans un environnement donné. Aujourd'hui, si vous soutenez une équipe de foot, messieurs, parce que c'est très masculin ça, vous la soutenez pourquoi? Parce qu'on vous a conditionné dans une ville, dans un environnement, à être fan de cette équipe-là. Si vous étiez né dans une autre ville, croyez-le, vous seriez aujourd'hui en train d'avoir du soutien pour une autre équipe. Et c'est une réalité que trop peu de personnes acceptent. D'ailleurs, certains, à l'écoute de ces propos, se défendent. Non, non, c'est impossible, moi je... Comment ça, c'est pas possible? Comment on peut être aussi stupide pour réfuter quelque chose d'aussi logique que de dire que si au lieu d'avoir été éduqué à Nice, par exemple, tu l'avais été à Paris ou à Marseille, tu serais supporter de l'équipe locale?
C'est même pas une discussion qui fait sens, c'est un truisme. C'est une vérité d'évidence, il n'y a pas de débat là-dedans. C'est le principe même du conditionnement. Et le comprendre te permet d'intégrer des notions fondamentales, notamment l'empathie, de te mettre à la place des autres. Et de te dire, c'est drôle, j'avais peut-être de la haine, j'avais peut-être de la rancœur, et si j'étais de l'autre côté de cette barrière-là, comment j'aurais fonctionné moi? Et si j'avais ce conditionnement social? Est-ce que j'aurais pas fait cette erreur, ce choix, ce raccourci? Bah peut-être. Et ça vous permet quoi? D'être contextuel. Aujourd'hui, je suis très dur à lire et je le sais, j'ai beaucoup d'amis qui ont du mal avec ça et qui d'ailleurs ont apprécié entendre cette histoire de ma vie personnelle. J'ai fait ces 6 derniers mois, parce que je prévoyais de sortir le livre, le tour de France pour aller voir individuellement des amis, et même aux États-Unis d'ailleurs. Je suis allé voir tous les gens qui comptaient, un par un. Et je les ai vus en tête à tête pour leur raconter cette brique de mon passé, parce que je ne l'avais jamais fait en 38 ans et qu'il y a plein d'éléments de ma personnalité qu'ils n'avaient pas compris et qu'ils ont pu entendre à ce moment-là. Ils ont pu découvrir ces facteurs qui m'ont conditionné à avoir, en effet, une certaine sévérité, à être capable de fermer mon entreprise à la seconde où je vois qu'on manque de respect ou que quelqu'un est en train de me mentir. Mon aversion pour le mensonge, pour la malhonnêteté, mon amour pour la loyauté, ils ont compris, ou la fidélité, ils ont compris d'où ça venait. Et ça comptait pour moi. D'ailleurs, c'était un travail très thérapeutique et je l'admets, et j'en suis très heureux. Mais si je suis dur à lire, c'est notamment parce que je suis un homme contextuel. Ça veut dire que dans une situation, je peux te parler très calmement, et si l'angle change, les paramètres changent, je peux être très ferme. Moi, tu mets deux personnes qui s'aiment dans la rue et qui s'embrassent, qui sont, peu importe de quel sexe, comme ça vous comprendrez de quoi je parle, et qui se font attaquer par quelqu'un, je vais les défendre. Et je vais les défendre physiquement. Je vais prendre leur parti. Ils s'aiment, pourquoi tu les fais chier? Par contre, tu mets un mec déguisé en fille qui se pointe dans l'école de ma fille à 5 ans et qui veut lui raconter qu'il faut qu'elle s'ouvre à sa sexualité alors qu'elle est en maternelle, je vais réagir autrement. Tu vois? Tout est contextuel. Et donc, c'est dur à lire un homme comme ça. Ça veut dire, mais t'es dans quel camp du coup? T'es conservateur, toi? Ah non. Merde, il a des discours un peu plus progressistes. Attends, t'es féministe? Ah merde, non. T'es masculiniste? Attends, on sait plus, Dompé. Ben, on sait plus parce qu'en fait, on doit pas savoir. Parce que personne ne doit être iste de quoi que ce soit. Ce suffixe, vous avez vu, j'ai fait un lapsus, on l'emmerde. Iste, de partout, voilà. Tu veux quoi? Des étiquettes? Tu veux te coller des petits marqueurs qui permettent tout d'identifier facilement? Tu veux que le monde soit fade, c'est ça? En 2 couleurs? Ben moi non. Moi je veux que tu sois contextuel, je veux que tu te battes pour une réflexion qui est nuancée, proportionnelle, plurielle, et que tu sois capable de dire qu'en fonction du contexte, il faut agir comme ça, mais qu'en fonction d'un autre contexte, on peut changer totalement d'avis. Moi par exemple, je pense que si tu as 2 bras et 2 jambes, que tu comprends ce que je dis, que tu as donc aussi du développement intellectuel, cognitif ou culturel, alors tu dois te bouger le cul. Et je te donnerai quasiment aucune forme d'aide quand tu es en difficulté professionnellement, comme on le fait aujourd'hui en France beaucoup trop. Je te promets que je te mettrai au travail avec une force. Et je ne veux pas entendre quoi que ce soit. De troubles, de fatigue, de peine. On s'écoute beaucoup trop. Voilà ce que j'en pense. Par contre, ayant eu un père en situation de handicap par exemple, et ayant eu beaucoup de gens autour de moi qui ont eu des pathologies, mentales ou physiques, là je pense qu'il faut aider. Mais c'est contextuel, c'est plus du tout la même chose. Tendre la main à quelqu'un qui ne peut pas avoir la même chance que nous, parce que oui, je le répète, de la chance j'en ai beaucoup, né en France, en Europe, dans un pays occidental, riche à l'époque où nous sommes nés, qui était dans les plus grandes puissances mondiales, même si c'est en déclin, qui, comme vous l'observez, est né avec une tête plutôt correctement faite, capable de s'exprimer clairement, avec une tête, d'ailleurs, si on regarde son aspect, plutôt équilibrée. J'ai plutôt de la chance, d'une taille moyenne, en forme physique, etc. Sans pathologie particulière qui l'a touché, j'ai beaucoup de chance, et cette chance, je pense que je dois l'honorer, parce qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir mes problèmes et qui ne se plaindraient pas, qui rêveraient de prendre ma place là maintenant tout de suite. Des individus qui écoutent la vidéo mais qui sont obligés de le faire dans un lit d'hôpital et qui peuvent plus bouger la main parce qu'ils en ont plus et qui sont en train de se dire putain, ouais, il a raison, j'aimerais avoir sa vie et ses problèmes, je prends tout le package dès demain. Et nous on se plaint parce qu'on s'écoute beaucoup et parce qu'on ne contextualise jamais rien. On ne réfléchit pas proportionnellement à des valeurs de référence et à autrui. Non, on réfléchit en valeur absolue, en se donnant beaucoup plus d'importance qu'on en a au passage. Voilà comment je fonctionne, en raisonnant sur le fait qu'on a une responsabilité qui suspend tous nos droits, nos devoirs notamment, et que lorsqu'on est en forme, physique et mentale, on doit agir et on doit foncer, comme des êtres humains responsables. Par contre, quand on a besoin d'aide, je pense qu'il faut tendre la main, et là par contre, je pense qu'il faut le faire 2 fois plus que ce qui est fait aujourd'hui. Donc vous voyez, cette mesure,
cette contextualisation, c'est selon moi réfléchir. C'est le combat que je mène. En effet, vous le savez, je suis aujourd'hui, et j'en suis très heureux, un auteur très lu dans la thématique de la compréhension de la nature humaine, sur Amazon le plus lu proportionnellement, puisque mes 5 bouquins sont d'ailleurs, à la minute où je vous parle, dans le top 10, tous les 5 sur Amazon dans cette thématique, et ils le sont chaque mois, parfois dans le top 20, parfois dans le top 25, mais très régulièrement dans le top 10, et je vous remercie pour votre confiance. Si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi par égard et par respect pour le fait que vous me suivez, vous m'écoutez, que j'ai annoncé il y a longtemps travailler sur ce livre, sur ce projet, que vous attendiez de pied ferme. J'ai reçu beaucoup de soutien, et j'espère d'ailleurs que je recevrai beaucoup de compréhension sur le fait que je retienne le geste, et pas trop de questions, s'il vous plaît, sur les thématiques de fond. J'ai cité quelques éléments pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agissait et le poids ou la gravité du thème, mais je n'ai pas envie d'étayer. Vous pourrez faire des recherches et vous balader de votre côté, mais pour la quiétude et de ma famille et pour le respect aussi de l'histoire insulaire qui n'est pas mienne, qui est l'histoire de cette belle Corse par exemple, je n'ai pas envie de développer plus que ça ce sujet. Je ne répondrai pas à des questions sur une interrogation que vous pourrez avoir sur des faits d'armes, sur des choses du passé, sur des gens que vous voulez identifier. Si je ne le publie pas, c'est justement pour ne pas aller dans ce sens-là, et j'apprécierais beaucoup votre soutien là-dedans, et je sais que je l'aurai, parce que moi je ne pars pas du principe que les gens sont bêtes, au contraire, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie, et je crois simplement qu'on est parfois perverti, parfois par les réseaux sociaux, d'autres fois par des mauvaises influences, mais qu'au fond, il n'y a personne de réellement mauvais, et que nous avons la volonté d'être heureux, épanoui, de voir un monde qui évolue et non pas en flammes de partout, et que personne se lève le matin en se disant « tiens, et si les autres souffraient ?» Et ça, parce que je pense que c'est vrai, eh bien, je pense que ce sera le précédent à un comportement qui sera aussi contextuel et respectueux de votre part. Je conclurai en vous parlant de l'évolution de tout ça. Vous savez que ça fait longtemps que je vous parle de mon évolution vers l'audiovisuel et du fait qu'en 2027, l'année de mes 40 ans, je travaillerai pour être le co-scénariste, producteur, co-réalisateur et même acteur principal de mon premier film ou de ma première série. On verra dans quel angle ça part. Ce n'est pas du tout une option, c'est un fondement. C'est quelque chose que tout le monde sait autour de moi, qui a été travaillé, évoqué, même avec mes associés, que je remercie également pour leur respect, pour leur écoute, à commencer par Chris, qui a toujours été dans le soutien de chacun de mes actions, alors qu'on est tous les deux cofondateurs de Green Bull Nutrition, et qu'on a aujourd'hui 2 marques de compléments alimentaires, qu'on finance l'une des plus grandes salles de MMA de France, et peut-être même d'Europe, à Nice, et qu'on est en train de développer pas mal de choses, et forcément que ça m'a demandé du défocus, que tout ça me demande un repositionnement, et donc oui, c'est toujours d'actualité, je vais créer quelque chose dans l'audiovisuel, en m'inspirant de faits réels, parce que l'avantage de la fiction, c'est qu'elle me permet de ne pas tomber dans la logique de biographie, de date, de nom, et de juste sortir le nectar du message que je veux passer, de façon beaucoup plus élégante, beaucoup moins dangereuse aussi et sujette à interprétation. Et j'ai hâte de le faire, parce que je storytellerai tout ce parcours avec vous, bien évidemment, au moment venu. Cela étant dit, en 2026, je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, je vais ouvrir une version publique de la Capitainerie. Vous me l'avez demandé, ça fait 15 ans que je refuse d'accompagner qui que ce soit publiquement, d'abord parce que j'ai un grand amour pour la légitimité, parce que je pense qu'il faut incarner ce qu'on proclame avant de pouvoir tendre la main à quelqu'un qui voudrait qu'on l'aide, et aussi parce que j'ai du respect pour mon temps et qu'il était difficile pour moi de trouver le modèle qui convenait au fait que je ne peux pas accompagner individuellement tout le monde. Alors ce que je vais faire, c'est travailler sur la création de ce qui va être mon école idéale de vie, sur des choses qu'on n'évoque jamais parce que tout le monde est perdu, parce qu'on ne sait plus comment fonctionne la nature humaine, qu'il est important de se connaître, parce que les hommes et les femmes ont des choses à connaître sur leurs hormones et leur fonctionnement singulier. Parce que culturellement, on a besoin d'apprendre, on voudrait apprendre comment les choses fonctionnent, comment se comporter, comment gérer ses émotions, comment communiquer, comment faire ce qu'on appelle une due diligence, rechercher finalement la légitimité d'une personne ou d'une entreprise quand elle nous parle. Il y a un parcours à faire, il y a une méthode, comment développer son esprit critique. Comment aborder la notion de revenu actif? Est-ce qu'on doit être salarié, à son compte? Est-ce qu'on doit ouvrir une start-up et travailler 19 heures par jour? Est-ce que la productivité et l'activité sont des choses complémentaires et différentes qu'il est nécessaire d'aborder? Oui. Comment on peut investir les premiers temps? Ou bien prendre des décisions proportionnelles et pertinentes quand finalement on a l'impression de jamais savoir si on doit faire un arbitrage, si on doit vendre un actif, si on doit en acheter un autre? On a un peu de mal, on n'a pas les codes. Et je ne le ferai pas tout seul. Je ferai intervenir ça et là des gens qui m'entourent et qui sont, vous le savez, extrêmement experts dans leur domaine. Et je ferai en sorte de vous livrer quelque chose qui sera
fait avec une seule direction, comme chaque vidéo d'ailleurs que je partage, pour mes enfants qui ne sont pas encore nés. Mon ambition sera de créer les messages et la communication comme si je voulais livrer des contenus à mes enfants, dont j'ai ambition qu'ils puissent être des adultes responsables, au cas où je ne sois plus sur la surface de cette planète. Je vais créer cet écosystème dans ce but-là. Je vais le créer comme je le ferais pour mes propres enfants, si j'avais l'envie de leur passer des messages, tout ce que j'ai à leur dire, la veille de mon départ de cette terre. Ça va être fait avec beaucoup de cœur, ça va demander un peu de temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais pas d'annonce de quoi que ce soit sur la temporalité, mais je vais tout faire pour que fin janvier 2026, je sois capable de vous donner une version de ce que sera la capitainerie, un écosystème dans lequel n'importe quel moussaillon qui voudra nous rejoindre pourra devenir le capitaine de son propre navire, ou peut-être même un jour l'amiral de son état-major, on y viendra. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre temps qui est précieux, c'est un stock limité qu'on perd quand on le donne à quelqu'un, et je vous envoie un maximum de force pour cette fin d'année, parce que je sais que c'est aussi la période où on se retrouve en famille, c'est aussi la période où on réfléchit à ce qu'on a envie de bâtir pour l'année suivante, les fameuses résolutions. Et si vous avez envie de les prendre ce soir, ce matin, ce midi, demain, et pas forcément uniquement le 31 décembre, eh bien, je vous encourage à le faire. Merci à vous pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.